Je vais passer la parole à Mélanie qui va nous présenter comment dire, les différents dispositifs qui existent en termes d'indicateurs de suivi, qui fera un focus sur les indicateurs achats et ce qui rejoint en grande partie les paroles finales de Charlotte autour de la question des indicateurs de performance. Voilà. Ne pas rester à des indicateurs de moyens, mais comment on peut passer à des indicateurs de performance et de mesure des résultats concrets sur le terrain. Je vous passe la parole, Mélanie. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation à échanger, à présenter nos travaux sur ces sujets. Donc, en fait, le cadre de ce que je vais présenter aujourd'hui, donc Mélanie Zepic, je suis chargée de mission à l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises. On a lancé un projet avec EDH autour du sujet devoir de vigilance, droits humains et reporting. Et on a fait différentes réunions d'échange avec nos membres sur ce sujet. Et le premier contenu de nos réflexions qu'on a mis à disposition, c'est ce qu'on a appelé un centre de ressources qui présente 3 parties, et c'est des extraits de ce centre de ressources que je vais vous présenter aujourd'hui. Une première partie qui est très bibliographique et qui reprend bien tout le contenu, enfin tous les dispositifs de la loi, mais également tous les guides qui peuvent exister, les référentiels qui sont autour de ces sujets. Donc vraiment une grande bibliothèque autour de ces thématiques. Le deuxième support est plutôt un panorama de tous les outils qui permettent, et après c'est à l'entreprise de jongler avec ce qui l'intéresse, mais tous les outils qui permettent d'avoir des cartographies de risques à disposition. Il y a différents outils en libre accès qui sont proposés par des ONG ou d'autres structures, et c'est pas toujours évident de se retrouver dans ce paysage, donc on les a regroupés au même endroit. Et le troisième élément, c'est plutôt un benchmark des pratiques des entreprises, mais là pour le coup, pour changer et compléter un peu la vision que fait très bien EDH sur les plans de vigilance français, on a été regarder ce que font les entreprises étrangères. Donc, quel type d'informations elles fournissent en prenant un peu la structure en fait du contenu du plan de vigilance. Alors, avant de commencer justement sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, juste 2 petits mots sur l'ORS. Donc, l'ORS, on est une association à but non lucratif. On existe depuis 18 ans. Notre objectif est donc d'observer pour agir, c'est-à-dire qu'on va commencer toujours par regarder tout ce qui existe en France et à l'international pour commencer nos réflexions et mettre tout à plat. On va ensuite lancer des groupes de travail avec nos membres pour créer des moments d'échange. On va également avoir un temps de recul de la réflexion sur ce qu'on observe et ensuite publier donc à l'externe nos conclusions, donc pour pouvoir faire avancer le sujet dans la place publique et voilà et échanger aussi avec les différentes parties prenantes sur ces thématiques. En termes de publication, donc on est plutôt connu aussi sur ce volet-là de produire pas mal de contenu. Donc voilà nos dernières publications en date. On travaille donc particulièrement sur le volet gouvernance, performance et reporting, le pilier social ressources humaines et avec aussi une approche sectorielle de la finance, mais le lien en gros entre les entreprises du secteur financier et les autres entreprises. Donc vous pourrez trouver tous ces contenus sur notre site. Et je vous ai mis en dernier lieu nos membres, donc pour vous donner un panorama des acteurs avec qui on travaille. Et donc dans nos membres, on a les entreprises, les organisations syndicales et des fédérations professionnelles. Alors, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, l'idée, c'est de vous donner un petit peu des indications des outils qui peuvent vous aider autour de ces sujets de reporting, droits humains, devoir de vigilance. Alors, on va commencer par un outil qui est le Corporate Human Rights Benchmark. Donc, c'est un classement de 98 en grandes entreprises sur différents indicateurs droits humains. Mais ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'ils mettent en libre accès leur méthodologie. Donc, on peut regarder sur quoi
ils vont challenger les entreprises. Et vous pouvez aussi retrouver sur leur site toutes les notations, enfin toutes les informations des 98 entreprises dans un tableau Excel avec la répartition de tout ce qu'ils ont rempli sur ces 100 indicateurs droits humains. Donc, ça peut donner des indications, c'est plutôt qualitatif, mais ça donne aussi des indications d'informations, d'indicateurs qu'on peut donner sur ce sujet. Autre outil, qui est plutôt un outil d'autodiagnostic, mais qui peut aussi aider à avoir des informations sur ce qu'on peut transmettre comme données sur ces sujets, c'est le Danish Institute for Human Rights avec l'outil d'autodiagnostic qui permet de détecter les violations potentielles aux droits humains et d'identifier les parties prenantes qui seraient potentiellement impactées. Donc voilà, c'est un outil en libre accès qui peut être aussi utile pour des entreprises de différentes tailles. Et le Danish Institute met aussi à disposition un guide d'utilisation et un guide sur les indicateurs justement utilisés dans leur support. Un outil que vous connaissez certainement qui est le cadre de reporting conforme aux principes directeurs des Nations Unies. Donc voilà, c'est un outil soutenu par l'ONU qui décrit donc les attentes autour de ces sujets de façon assez pointilleuse avec une partie sur la gouvernance, une partie sur les axes de reporting à développer et les différents sujets saillants sur lesquels les entreprises peuvent. Donc le benchmark, on continue sur le travail de Shift. Pour rappel, donc Shift avait sorti une étude donc là récemment sur reporting et droits humains et avait analysé les plans de vigilance de l'année dernière. Mais une étude qui est aussi intéressante, c'est une étude qui lie les attentes des investisseurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il donne différents exemples sur justement les différentes structures de leur référentiel, différents exemples d'entreprises. Et cette étude date de quelques années, mais elle reste quand même très pertinente aujourd'hui pour se donner un peu des idées de type de reporting qu'on peut faire sur ce sujet. Pour rappel aussi, donc Shift met à disposition une base de données où on retrouve le reporting de toutes les entreprises qui s'impliquent dans ce référentiel. Donc, c'est aussi une base de données très riche pour voir des exemples de reporting. Pardon, on a aussi donc évidemment l'AGRI avec notamment des indicateurs comme le nombre d'opérations ayant fait l'objet d'une étude droits humains ou une étude d'impact, le pourcentage d'employés ayant suivi une formation sur les politiques et procédures en matière de droits humains, le nombre de contrats ou accords d'investissement importants qui comportent des clauses relatives aux droits de l'homme. Et la GRI propose également une base de données pour retrouver les différentes informations des entreprises. Et je vous ai remis donc les indicateurs un peu plus précis donc, sur les différents sujets droits humains, donc sur les investissements, la non-discrimination, la liberté syndicale, le travail des enfants, le travail forcé, pratiques en matière de sécurité et les droits des peuples autochtones. Derrière également sur les fournisseurs et les mécanismes d'alerte, sur le retour d'expérience des entreprises avec qui on avait pu échanger avec Charlotte sur leur utilisation de la GRI. C'était pas spécialement le premier référentiel qui était mis en avant. Je laisserai Charlotte réagir, mais on sent que aujourd'hui, c'était pas exactement ce qui répondait à leurs attentes aujourd'hui, notamment, enfin en tout cas pour notre question sur les droits humains. On sent qu'il y a encore une recherche des meilleures pratiques des meilleurs indicateurs autour de ce domaine des droits humains. Et on vous avait remis aussi benchmark des pratiques avec l'étude de VGO et RIS, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder plus particulièrement, mais qui peuvent aussi être des informations intéressantes. Au niveau de l'analyse des pratiques, sur le focus achat, c'est plus en gros un peu un regard critique ou d'observation et d'interrogation, et c'est toujours facile de lire et d'avoir des volontés d'aller plus loin, mais c'est vrai qu'en général, ce qui nous paraît toujours un peu compliqué, et pour rejoindre ce qu'a déjà dit Charlotte, c'est déjà le manque généralement, alors on voit que les choses s'améliorent, mais le manque d'informations de contexte données par les entreprises. On n'a pas toujours l'information, par exemple, sur les achats, sur des informations
clair sur ce que l'entreprise achète, quel volume elle achète, son nombre de fournisseurs total, sa répartition de fournisseurs dans le monde. Et ça, quand après on a les informations justement sur son plan de vigilance, c'est compliqué de comprendre sa pertinence si on ne comprend pas ces bases-là. Et donc, déjà, les informations de contextualisation, pour nous, c'est le point indéniable qui aujourd'hui n'est pas réellement demandé dans la loi, hein, ce n'est pas un des points cités, mais qui, s'il n'est pas donné, va rendre les choses très, très compliquées dans la lecture. Ensuite, les indicateurs difficilement exploitables. Donc, c'est pareil, quand on a le nombre d'audits RSE, mais qu'on ne sait pas combien, ce que cela représente, sur combien on a fait ces audits, sur combien de fournisseurs on a fait ces audits, donc un nombre d'audits RSE sans savoir le nombre de fournisseurs, c'est compliqué de comprendre un peu la démarche de l'entreprise. Comme le nombre de non-conformités, comment sont-elles gérées? Si on a juste le nombre de non-conformités, mais qu'on ne sait pas la suite, si le nombre de plans d'action qui a été mis en place en fonction du non-conformité, c'est pareil. Ça reste des informations qui sont intéressantes, mais qui manquent, encore une fois, de contextualisation. Au niveau de la gouvernance interne du sujet, on revient à des informations qu'on a très peu aujourd'hui dans les reportings des entreprises. Les acheteurs ont-ils des objectifs RSE? Comment sont-ils impliqués réellement dans la démarche? Quand ils sont formés, qui est réellement formé? Quel pourcentage de la population complète des acheteurs sont-ils formés? Sous quelle forme sont-ils formés? Est-ce que c'est des formations sur place ou c'est des formations à distance? Sur quel sujet exactement sont-ils formés? Et encore une fois, je reviens à ce que Charlotte a dit. Est-ce qu'on fait vraiment un lien entre la mise en avant du contexte et la mise en avant du contexte des informations qui vont être données. La démarche 360. On voit beaucoup d'informations demandées aux fournisseurs, mais c'est vrai qu'on voit peu d'engagement réel aussi du côté du donneur d'ordre qui va se dire moi, je vais aussi revoir ma façon je vous avais remis juste une étude du UK Slavery Act et qui avait analysé en fait donc les informations des entreprises au Royaume-Uni en montrant que 35% des entreprises donner des informations sur leur KPI, mais par contre, on retrouvait tout le temps les mêmes types de KPI, donc le nombre d'employés qui étaient formés au Modern Slavery Act, le nombre de fournisseurs qui étaient audités et le nombre de fournisseurs qui signaient un code de conduite. Mais que 25% des entreprises, notamment, donnaient des informations sur la mise en place de plans d'action correctifs. Donc voilà, on sent qu'on est encore beaucoup, on revient à ce sujet d'indicateurs de moyens et moins d'accompagnement. On a moins d'informations sur l'accompagnement des fournisseurs. Et donc, pour terminer, 2-3 exemples d'entreprise. Alors, pour changer, c'est une association, c'est Oxfam, qui est soumis au Modern Slavery Act au Royaume-Uni et donc qui fait une déclaration du Modern Slavery Act. Et je trouvais intéressant, c'est justement, alors c'est particulier et c'est à discuter, mais donc, ils ont mis en place des formations auprès de leurs acheteurs. Et en fait, pour pouvoir justement mesurer l'impact de ces formations, ils ont fait une enquête avant et après de l'appropriation des acheteurs des différents sujets du Modern Slavery Act. On trouvait ça intéressant, justement, c'est pour montrer, voilà, au-delà de dire j'ai déployé ma formation, quel réel impact en fait a ma démarche sur les acheteurs. Autre exemple un peu dans le même esprit, c'est avec Marks & Spencer, si j'y arrive. Voilà. Donc là, ils ont fait une enquête avec une ONG locale pour pouvoir aussi voir auprès des employés de leurs fournisseurs comment ils se sentaient, quelle satisfaction, quelles conditions de travail plutôt ils avaient et de pouvoir justement mesurer sur la durée ces conditions de travail et voir réellement quelles étaient les choses sur le terrain. Et là, on revient à un sujet important aussi, c'est l'accompagnement au local avec les ONG. Et toujours sur Marks & Spencer, dernier exemple,
C'était plutôt pour montrer un peu ce côté objectif et évolution. C'était voilà, vraiment sur ce sujet des droits humains, ils se donnent des objectifs, ils se donnent des progrès continuels et montrent en fait leur progression au fur et à mesure parce qu'on sait que c'est des sujets compliqués qui prennent du temps. Et donc, ils montrent où ils en sont pour se donner un vrai pilotage, une vraie feuille de route sur cette thématique. Ouais, il y avait des questions, Mélanie, autour du rôle et de l'implication des représentants des salariés dans les dispositifs de suivi, en fait. Et le fait que comment dire, le pilotage se fasse au niveau du siège, il n'y a pas est-ce que vous avez relevé dans vos divers échanges l'une et l'autre avec les membres de vos associations, une volonté d'aller vers une espèce de décentralisation du pilotage pour la confier aux représentants des salariés? Alors, je vais répondre et Charlotte, je te laisserai compléter. Euh, Moi, ce que j'ai pu voir, mais Charlotte a certainement des données plus fraîches que moi, mais ce que j'avais pu ressentir en tout cas du premier exercice, donc plutôt de l'année dernière, et je ne sais pas si ça, j'ai pas encore bien le retour de cette année, c'est qu'au niveau des organisations syndicales, ce qu'elles nous faisaient comme retour, c'est qu'elles étaient plutôt consultées à la fin du process. Voilà, on leur présentait le plan mais elles n'étaient pas à la co-construction. Et donc, c'était ça qui était, enfin, qui interrogeait notamment les organisations syndicales, de dire aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas être plus en amont dans le process et pas juste au dernier stade et elles attendaient d'être un peu plus impliquées, en tout cas, de la part des entreprises. Mais on sentait aussi que de la part des entreprises, étant donné que c'était un sujet nouveau, elles avaient besoin aussi d'un petit peu de gagner elles-mêmes un peu en maturité pour pouvoir échanger. Et donc, voilà, ça a remué pas mal les lignes dans l'entreprise. Et donc, je ne sais pas, Charlotte, si tu as une meilleure visibilité de ce qui s'est passé cette année dans l'association des organisations syndicales. C'est ça, c'est que là, ce qu'on a vu, c'est que donc par rapport à l'année dernière, il y a à peu près 36% des entreprises, l'année dernière c'était beaucoup moins, qui déclarent avoir associé des parties prenantes, alors internes ou externes, enfin c'est essentiellement aujourd'hui les parties prenantes internes des organisations syndicales, à l'élaboration du plan. Alors mention de l'association, effectivement, c'est on présente ou on consulte où on consulte à quel stade, cartographie, ou une fois que c'est fait, on soumet. Donc, il y a effectivement des moyens d'association à trouver avec les parties prenantes. Après, n'oublions pas que, et c'est demandé d'ailleurs par les ONG, et c'est dans le guide de Sherpa sur les plans de vigilance, c'est que le plus important, c'est quand même au niveau opérationnel, associer les parties prenantes qui sont potentiellement impactées par les activités, et donc les salariés, bien évidemment, mais aussi les communautés locales, mais aussi les clients dans certains cas. Et finalement, et là aussi, je pense qu'au niveau opérationnel, il y a beaucoup plus de choses qui sont faites, mais qui ne sont pas forcément remontées. Et c'est pour ça que je ne suis pas sûre qu'on ait une bonne visibilité réelle sur l'association des parties prenantes dans le cadre du plan de vigilance au niveau global. Après, et ça je parle de manière générale, c'est évident que une des spécificités d'une démarche de vigilance droit humain, c'est la prise en compte des attentes des parties prenantes potentiellement impactées, puisqu'elle vise à protéger précisément ces parties prenantes, elle vise à protéger les personnes telles qu'elles soient. Et donc, comment protéger des personnes sans savoir les attentes et les risques qui pèsent sur elles, c'est quand même compliqué. Et donc, le sens quand même d'une démarche de vigilance droit humain est véritablement de prendre en compte les attentes des parties prenantes. Et après, prendre en compte, ça ne veut pas dire les consulter à chaque fois, mais ça veut dire les identifier déjà et comprendre ce qu'elles attendent et en quoi les activités d'entreprise peuvent les impacter. Et il y avait plusieurs autres questions. Il y en a une qui tourne et qui rejoint une de mes interrogations. C'est est-ce qu'on peut avoir en fait un plan de vigilance unique? Alors c'est la même question qui se pose pour comment dire, les rapports de développement durable. Est-ce qu'on peut avoir un plan de vigilance unique ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des cartographies thématiques sur chacun des risques?
Moi, j'avais une question qui rejoint celle-ci, c'est est-ce que si parmi vos membres, il y a une réflexion pour avoir un suivi régional, je ne sais pas, par exemple dans le cadre des bureaux du Global Compact, des bureaux régionaux, est-ce que c'est une idée qui... Il y a aussi une autre question, est-ce que vous savez s'il y a des dispositifs de résolution des conflits de type médiation qui sont prévus par certains plans et si oui, à quoi ils ressemblent? Et enfin, on nous demande de signaler le lancement d'un site qui s'appelle plantevigilance.org. Alors, sur les cartos, ce qu'on a vu, c'est que en fait, les cartos, ce n'est pas des cartos globales vigilance, c'est souvent une carto santé-sécurité, une carto environnement, une carto droit humain. Ça, c'est la première chose. Et en termes de méthodologie, je vais parler des démarches humains parce que je connais le mieux. Il y a 65% des entreprises, pour celles qui mentionnent la méthodologie, bien évidemment, qui font des méthodologies spécifiques en termes de cartos droit humain. Ça veut dire qu'elles se différencient des cartos des risques extra-financiers qui étaient demandés par la DPEF et elles se différencient aussi des cartographies des risques groupes qui sont demandées. Donc là, je crois que vous parliez des globales industriels, financiers, etc., qui sont, je vous le rappelle, des cartographies tournées vers les risques pour l'entreprise. Mmh. Donc, en termes de droits humains, c'est vraiment aujourd'hui on s'oriente, et c'est souvent des entreprises, sur les 65% d'entreprises qui font des cartos dédiés droits humains, 30% avaient déjà fait cette carto en fait, d'identification des enjeux, parce que 30%, notamment les entreprises EDH, parce que malgré tout, on représente des entreprises plus avancées en matière de droits humains, avaient déjà fait l'exercice d'identifier leurs enjeux droits humains pour les gérer. Après, sur la question de la déclinaison des cartographies par pays ou par enjeu, il y a toujours et il y aura toujours dans le plan de vigilance la difficulté pour les entreprises que c'est des démarches groupes, que c'est la société mère qui est visée, que c'est d'elle dont on attend une cartographie des risques, mais que c'est des enjeux opérationnels. Et bien évidemment, il faut à terme que ce soit décliné au plus bas niveau et l'idéal, ça serait un plan de vigilance pour chaque site, ou en tout cas une identification des risques pour chaque site au plus bas niveau, à minima par pays, à minima par métier. Mais par le biais de la mise en place de politiques droits humains, par exemple, et de démarches d'identification des risques, ou quand on intègre le fait que les risques droits humains, les facteurs de risque en matière de droits humains doivent être dans les processus de conformité éthique, je ne sais pas, et ben, du coup, au final, les entités sont amenées à s'interroger au plus bas niveau pour savoir quels sont leurs propres risques et donc à mettre en place des cartographies à leur niveau, même si ce n'est pas appelé comme ça et même si ce n'est pas remonté forcément. En tout cas, le sens de la démarche, effectivement, c'est que ce soit au plus bas niveau que les risques soient identifiés et qu'ils soient gérés. Un dispositif de résolution des conflits. Alors là, c'est dans les entreprises ou c'est au terme général pour le suivi des plans de vigilance ou des alertes Je pense que ça doit plutôt être dans l'entreprise parce que... Eh ben, dans l'entreprise, il y a les dispositifs d'alerte, donc aujourd'hui, la loi de vigilance demande un mécanisme d'alerte. Les entreprises ont dans la grande, enfin, je connais pas une entreprise, voilà, conflit en entreprise. Toutes les entreprises ont utilisé les dispositifs au sens vigilance, au titre de la loi de vigilance, ont utilisé les dispositifs d'alerte éthique qu'ils utilisent au titre de la loi Sapin 2, par exemple, sur la corruption, la fraude, etc. Donc là encore, il y a bien évidemment multiplier les dispositifs, ce n'est pas forcément intéressant, et utiliser le dispositif qui existe, qui est mieux connu, peut-être mieux déployé, oui, mais il faut garder toujours en tête la spécificité vigilance qui est que c'est encore une fois tourné vers les personnes et toutes les personnes, et en particulier les personnes externes. Et on voit que 65% des entreprises, alors que ce n'est pas demandé par Sapin 2, ouvrent leur dispositif d'alerte à tout tiers, à toute personne externe, et font le lien justement avec devoir de vigilance. Maintenant, les dispositifs d'alerte, le recueil de l'alerte et le traitement des alertes dépend véritablement de la façon dont l'entreprise, c'est dépendant de chaque entreprise. Il y en a qui font un recueil externalisé par des entreprises. Il y en a d'autres qui font des recueils internes. Le traitement de l'alerte, souvent il y a des comités d'alerte ou des comités de compliance qui vont
qui vont gérer les alertes. Mais ça, on a peu de visibilité encore parce que c'est quand même tous les process, les dispositifs éthiques ont été revus l'année dernière, souvent par l'application Sapin 2, et donc on n'a pas de visibilité et pas encore beaucoup de communication, pour être honnête, sur le traitement des alertes et le recueil. Mais le dispositif d'alerte interne à une entreprise vise à recueillir les alertes et bien évidemment à mettre en contact la personne qui se plaint avec les personnes compétentes en entreprise, et donc à faire de la médiation et à gérer. C'est un process complètement différent des processus judiciaires, par exemple. Dites-moi encore une fois si je n'ai pas répondu à la question. Et une initiative, oui, donc hier il y a Sherpa et CCFD Terre Solidaire qui ont lancé un site qui s'appelle plan-vigilance.org, dont l'objectif est de rendre accessibles tous les plans de vigilance publiés, et surtout il y avait des questions autour de quelle entreprise était concernée, puisqu'il n'y a pas de liste officielle donnée par le gouvernement, et il y a d'ailleurs une mission d'évaluation en cours demandée par Bruno Le Maire, je crois, sur l'établissement d'une liste. Mais enfin, Sherpa donc, et CCFD Terre Solidaire ont fait l'effort de trouver les entreprises concernées par rapport au seuil d'application de la loi, et comme elles ont pu, et c'est une liste inexhaustive parce que toutes les données ne sont pas accessibles publiquement. Et donc, on lançait le site. L'idée, c'est de recenser, de dire effectivement les entreprises concernées et de recenser les plans de vigilance via les documents de référence publiés ou les plans de vigilance publiés sur un autre site. Voilà. Et donc, ça a été lancé hier et c'est récent. Et si vous voulez avoir une bonne visibilité sur tous les plans publiés, allez voir directement ce site. J'imagine que c'est pas la fin des discussions parce qu'on voit qu'on en est quand même aux prémices de la mise en œuvre de tous ces dispositifs. Et d'après ce que j'observe dans ma pratique, j'espère que la loi de devoir de vigilance aura quand même plus de succès en termes de résultats pour changer certaines pratiques de certaines entreprises, que les accords cadres internationaux donc, encore une fois, on a beaucoup de difficultés à apprécier l'efficience. Je crois que les entreprises se sont vraiment emparées de la loi et l'ont comprise bien, véritablement. Après, je crois aussi qu'il y a beaucoup de décalage entre ce qui est rendu public et ce qui est fait en interne. Et nous, on le voit, y compris dans nos entreprises. Et donc, je suis plutôt positive, même s'il y a encore des choses sûrement à améliorer. Mais c'est aussi des démarches qui prennent beaucoup de temps et il faut mieux prendre le temps de les faire plutôt que de se limiter à de la stricte compliance, si je puis dire, ou de la stricte conformité. Et donc, moi, je suis plutôt positive sur l'avenir de la loi française et de son application. Mais même si je comprends les impatiences d'autres acteurs. Voilà.